Tradition et modernité, un tandem conceptuel toujours tiraillé, toujours en crise. Ce dualisme qui résulte de la rencontre entre l'Afrique et l'Occident n'épargne pas le sultanat du Ouandala. Aujourd'hui, son 46e souverain veut sonner le réveil des consciences pour un retour aux sources des Mandara, l'ethnie majoritaire locale. Pour cela, Sa Majesté Maï Mohamed Aladji Ibrahim Boucar a organisé à Bra une grande fête au parvis du sultanat éponyme pour abolir l'un des fils du royaume élevé à la dignité de Tigréa. En tant que Tigréa, je suis le troisième dignitaire, intronisateur du sultan. C'est un rôle important, mais le troisième est l'équivalent du ministre des Affaires étrangères. Doit faire partir des 12 notables et 5 marabouts qui doivent prendre des décisions sur la marche du royaume. Il a été fondé au Moyen Âge, le sultanat de Ouandala, déjà au Xe siècle, sous l'impulsion de Moulgoua, soumis la localité d'Ishaka Moulgoua, située alors aux confins nord de la région actuelle de Dikwa en République fédérale du Nigeria, limitrophe au Cameroun. Le royaume du Ouandala, c'est une vieille chefferie qui date de plus de 1122 ans d'existence. Nous avons une chefferie de deuxième degré. Dans l'arrondissement de Kolofata, il y a 2 chefferies de deuxième degré. Et tous ont été des chefs, des notables au sein du sultanat que le sultan les a envoyés pour administrer. Avec la venue des colons, on a maintenant demandé que tous les 5 chefs de deuxième degré sont autonomes. Sinon, ils dépendaient du sultanat du Ouandala. Un exemple, autant tous ces chefs-là, pendant par exemple la fête du Ramadan ou bien la fête du sacrifice, tous ces chefs venaient fêter ici à Mora. Ils laissaient leurs sujets faire les prières. Ils devraient absolument, obligatoirement venir prier avec le sultan. Vous voyez à quel niveau le sultan avait le pouvoir sur tout l'étendue. Après des siècles de conquête et être fécondé dès le XVIIIe siècle par l'islam, le royaume s'établit à Mora, l'actuel chef-lieu du département du Mayo-Sava, pour réguler la vie sociale, toujours au pied des chaînes montagneuses comme refuge naturel en cas d'attaque. C'est une chefferie guerrière. Le travail quotidien, c'était les conquêtes. C'est avec l'avènement de l'islam. Parce que même au Cameroun, l'islam est entré au Cameroun à travers le royaume du Ouandala. Notre capitale était d'abord basée à Kerawa. Parce que nous, on avait l'étendue jusqu'au Nigeria. Donc la capitale était à Kerawa. Après, il y a eu des guerres avec le Borno. On a transféré la capitale à Doulo, 7 km de Mora. C'est quand l'avènement de Rabat est arrivé. Donc il y a eu maintenant la guerre. Bon, c'est là où on a transféré la capitale à Mora. D'abord on était sur la montagne. Quand Rabat est venu, on a fui sur la montagne. C'est là où le Maï Oumar a été intronisé sur la montagne. Quand il a été intronisé, après maintenant, on a maintenant fondé la capitale ici. Pour dire que c'était stratégique. En cas d'attaque, on peut se réfugier. Nous voyons une sorte de synergie, de cohésion et d'interaction entre l'administration et la chefferie traditionnelle, qui par ailleurs est auxiliaire de l'administration. Et nous avons à maintes fois travaillé et nous continuons à travailler avec eux. Mais dans le cadre de la lutte contre Boko Haram, vous savez que l'épicentre de Boko Haram, c'est le Maï-Sava. Donc ces chefs se sont jetés corps et âme dans ces combats-là auprès de nos forces de défense et de sécurité pour apporter leur concours et leur contribution. Dieu merci, aujourd'hui, Boko Haram est pratiquement éradiqué. Mais je dis que la chefferie traditionnelle a été pour beaucoup et nous a aidé à mettre sur pied les comités de vigilance,
Parfois même, c'est des notables, c'est des Dunguru entre guillemets de la cour, les soldats de la cour qui travaillent. Mais également, nous avons des anciens militaires, des anciens fonctionnaires qui chacun, sur appel du chef de l'État, a voulu se joindre à cette dynamique pour nous permettre donc de venir à bout de cette nébuleuse. La foule était nombreuse, riche et impériale, considérable du point de vue quantitatif et qualitatif. Au rang de celle-ci, un quota impressionnant des membres de l'établissement pour célébrer le sacre nobiliaire de M. Ibrahim Talba Mala, un membre du gouvernement de la République, devenu un personnage central dans le fonctionnement du sultanat. Le ministre délégué à la présidence de la République chargé des marchés publics reprend le flambeau de son père, une pratique qui le connecte à la norme successorale digne d'une reproduction de classe. Son grand-père avait aussi un titre dans le sultanat et son défunt père aussi avait marié la princesse, donc la fille de l'un des sultans. Donc il est proche du sultanat. Donc voilà les critères et c'est une grande élite qui peut vraiment vendre la culture à l'extérieur auprès du gouvernement un peu partout. Je ne m'y attendais pas, mais j'apprécie puisque c'est un appel à la contribution du développement de ma communauté. Et quand on m'appelle, c'est un devoir et je réponds positivement. Jouer la carte de la diversité pour rayonner comme à l'identique, une preuve d'ouverture, une source d'enrichissement gagnante, inspirée aussi de John Kennedy, pour qui l'art de réussir consiste à savoir s'entourer des meilleurs. L'objectif pour le sultanat est de se projeter et de se lancer. D'abord exprimer gratitude et remerciement au sultan de m'avoir élevé à cette dignité. Je vais rappeler que je suis Chiroma de Gawa. Aujourd'hui, j'ai ce privilège d'avoir été élevé à nouveau à ce titre nobilaire, à cette dignité d'ambassadeur du sultanat de Wandala. Ce que je suis en train de faire n'est pas un jeu. Je ne suis pas en train de faire la figuration. J'en suis très flatté, j'en suis fier et je ne peux que féliciter mon camarade Talba. Mais en 30 ans de vie politique, je n'ai jamais reçu, comme ça se fait très couramment chez nous, un ennoblissement, une canne, un chasse-mouche, tous ces titres. Et pour la première fois, je reçois le titre d'ambassadeur. Et ce qui est curieux, c'est que mon rêve d'enfant était d'être ambassadeur. Mais là, je suis ambassadeur d'un sultanat. Ça va apporter quoi concrètement? Écoutez, je vais essayer d'apporter au sultanat ce qui va me demander d'apporter. Donc, j'attends mes lettres de créance. Pour les autres, le ministre Chiroma, le ministre Ouakata, le ministre Grégoire Ouana, ils ont été anoblis comme ambassadeurs. C'est eux qui vont donc étendre l'image du sultanat de Wandala dans les régions respectives. Vous voyez, c'est important. Ils jouent le rôle d'ambassadeurs. Ça peut apporter en économie socio-culturelle, en jumelage et autres. Ça peut apporter beaucoup. Je vais dire au nord-ouest que j'ai découvert le Cameroun, ici, là. Parce que ce que j'ai vu de Maroua jusqu'à Mora, c'est fantastique. La cérémonie d'anoblissement de quelques compatriotes est loin d'être un simple décor folklorique. Elle est pour des témoins privilégiés, considérée comme une ressource à promouvoir, un indicateur tangible de protection de nos valeurs traditionnelles, du reste reconnues et protégées par la Constitution camerounaise. Quelle est la participation de notre culture dans la civilisation de l'universel?
vous constaterez que de manière subliminale, nos cultures sont en train d'être infiltrées. Il y a une culture dominante de par le monde qui a tendance à ravaler nos cultures au rang des accessoires de leur propre culture. Nous devons donc nous réveiller pour protéger nos cultures, pour que notre culture également occupe sa place au niveau de la civilisation de l'universel. C'est l'occasion pour moi de dire toute ma reconnaissance à Émile, au sultan qui a cru devoir organiser cette importante manifestation. Parce que ça participe de la consolidation des liens de fraternité entre les fils et les filles de ce canton-là. Parce qu'on ne le dira jamais assez. La chefferie est un grand socle qui participe également de l'ancrage des racines séculaires depuis des années, et nous souhaitons que ces liens-là de fraternité puissent perdurer. Mais au-delà de présences protocolaires qui font vibrer les gestes, les regards et les attitudes, au-delà des parades et des salam alek distribués, quel avenir peut augurer la consécration d'une telle envergure pour le sultanat de Ouandala? Je crois que ça ne peut augurer que de bonnes choses, parce que toutes les réformes qui ont été engagées dans ce royaume visent à améliorer les conditions de vie, à améliorer le développement culturel et le développement des traditions qui sont, vous le savez, depuis l'an 900, continuent à se perdurer. Et nous voulons donc joindre également nos efforts à nous pour qu'on appuie le sultanat pour devenir quelque chose de plus moderne. Vous avez vu, même le musée vient de commencer, mais on va le renforcer et puis peut-être on pourra même le digitaliser et on visitera cela avec aisance. Le Tigréa va assister le sultan dans l'exercice de ses nobles fonctions. Beaucoup d'espoir et d'attente donc pour l'avenir de cette importante chefferie de premier degré, dont le rôle dans l'élaboration de réponses aux urgences auxquelles peuvent se confronter les sujets du sultanat reste et demeure central. Le père de Tigré a été ministre de la fonction publique, autant dans le gouvernement d'Aïdjo. Il y a M. Yerima Lamine qui est de Kolofata qui a été ministre de l'Intérieur, autant d'Aïdjo. Donc il y a M. Amadou Ali, il y a le très honorable Kavaye Djibril, on a été toujours avec l'administration, avec le système politique. Nous avons nos objets d'art qui se retrouvent même en République fédérale d'Allemagne parce qu'ils étaient ici au temps de notre grand-père Meyoumar. Il y a des choses qui se retrouvent dans leur musée. Donc avec l'appui du ministre Ibrahim Talpa, nous pensons que ces objets-là seront rétrocédés au royaume du Ouandala. Nous allons entamer vraiment des démarches auprès du gouvernement pour que nous puissions aussi rentrer en possession, comme ça se passe ailleurs, comme en Afrique de l'Ouest.